11 mai 1940, l'offensive allemande à l'ouest a commencé, et alors que l'attention des Alliés, comme on l'a vu précédemment, est attirée en Belgique, c'est dans les Ardennes et sur la Meuse que va se jouer la campagne de France. Les Allemands y engagent 7 de leurs 10 divisions blindées, ainsi que leurs divisions d'infanterie d'active les mieux équipées. Côté français, la défense du fleuve est confiée à 2 armées, la 2e et la 9e. La 2e, commandée par le général Unziger, a en charge la partie française du fleuve, de Longwy à Pont-à-Bar, en passant par Sedan. Sur les 6 divisions d'infanterie qui la composent, une seule est d'active, 2 sont des divisions coloniales, et 3 sont des divisions de série B, c'est-à-dire mal équipées, peu entraînées, composées de réservistes plus âgés, et dont l'encadrement ne comporte que peu d'officiers et de sous-officiers d'active. Unziger, qui ne croit pas à une attaque sérieuse des Allemands dans son secteur, a confié la défense de la zone Sedan-Pont-à-Bar à la 55e division d'infanterie, de série B, qui est pauvrement dotée. Il lui manque entre autres la majorité de sa dotation de canons anti-chars de 25, ainsi qu'une grande partie de ses véhicules et chenillettes. Elle doit en outre tenir 21 km de front, soit près de 4 fois plus que les unités de la première armée d'active en Belgique. La 9e armée, quant à elle, commandée par le général Korap, doit prendre en charge la Meuse de Pont-à-Bar à Namur. Elle est constituée de 7 divisions, mais seules 2 sont d'active. Les autres sont de série A et B, et une est même dite de forteresse, c'est-à-dire incapable de manœuvrer. De plus, si la moitié de la ligne de résistance sur la Meuse se trouve en France, le reste est en Belgique, et nécessite donc de manœuvrer pour prendre position. Le front à tenir dépasse largement les 100 km, bien trop long au vu des effectifs. Korap a bien tenté d'avertir le GQG de la faiblesse de ses unités, de la pauvreté de leur dotation en véhicules, et surtout en moyens anti-chars modernes. Mais il n'a eu comme réponse qu'une cinglante remarque agacée de Gamelin. « La Meuse, Korap, ça ne m'intéresse pas. » En face, les Allemands lancent 3 corps blindés dans les Ardennes, l'élite de la Wehrmacht. Au nord, le 15e corps du général Hoth, avec 2 divisions de Panzer, la 5e et la 7e, cette dernière aux ordres du général Erwin Rommel, futur maréchal d'Hitler et dont c'est le premier commandement divisionnaire. Il a comme objectif le franchissement de la Meuse autour de Dinant. Au centre et au sud, c'est le Panzergruppe Klist, avec 2 corps de Panzer, le 19e, commandé par le prophète de la guerre blindée, le général Guderian, composé de 3 panzerdivisions, a pour objectif Sedan, et le 41e corps, avec 2 panzerdivisions sous les ordres du général Reinhardt, qui doit lui franchir la Meuse autour de Monthermé. Nous avons vu comment des commandos aérotransportés avaient empêché, le 10 mai, l'intervention des cavaliers français de la 3e armée au Luxembourg, mettant en péril le plan de couverture des 2e et 9e armées dans les Ardennes. Ces dernières ont en effet lancé, à l'est et au nord de la Meuse, leurs divisions légères de cavalerie, mixtes d'automitrailleuses et d'unités à cheval, ironiquement appelées par leurs hommes essence picotin, afin de retarder l'avance allemande. Elles sont soutenues par 2 brigades de spahis marocains, elles aussi à cheval, ainsi que par des groupes de reconnaissance divisionnaires des 2 armées. Les Français découvrent alors que les chasseurs ardennais belges n'ont pas l'intention de résister et ont ordre de se replier une fois les destructions d'infrastructures effectuées. Et si, par endroits, ils résistent courageusement aux avant-gardes Panzer, les combats ne durent pas et les Belges décrochent sans se coordonner avec les cavaliers qui prennent position. De plus, si certains des éléments motorisés des unités de couverture ont franchi la Meuse dès le 10 mai au matin, les gros de la cavalerie n'entrent en Belgique que le 11. Enfin, l'exode massif des civils belges commence à perturber la progression vers l'est des unités françaises. De toute façon, que peuvent des unités d'automitrailleuses et de cavalerie face à des panzers? La 5e division légère de cavalerie est repoussée progressivement vers Neufchâteau, puis vers la Semois, découvrant la droite des spahis, obligés de s'aligner, entraînant le recul de la 1e puis de la 4e division légère de cavalerie, elle-même sévèrement accrochée par les avant-gardes allemandes. Le 12 mai, en milieu de matinée, devant la situation et sous la pression des avant-gardes Panzer, les 1e et 4e divisions légères de cavalerie reçoivent l'ordre de repasser la Meuse. Plus au sud, la 3e brigade de spahis se replie sur la Semois, s'alignant sur la 5e DLC. C'est bientôt, constate le général Georges. En effet, les unités de la 9e armée chargées de tenir la Meuse belge ne sont pas encore complètement installées sur leur position, malgré une accélération du mouvement, sachant que le plan initial prévoyait 3 à 4 jours. En début d'après-midi,
le QG de Georges est averti par des reconnaissances aériennes de la présence de nombreuses forces motorisées allemandes dans les Ardennes, progressant en direction de Bouillon et de Dinan. Un peu avant 18 h, à Ivoire, un peu au nord de Dinan, les éléments de la 4e division légère de cavalerie franchissent le pont de la Meuse au milieu des réfugiés, quand l'avant-garde de la 5e Panzer débouche par surprise. Plusieurs automitrailleuses allemandes s'engagent alors sur le pont, mais celui-ci finit par sauter. Les autres ponts sur le fleuve sautent entre 18 h et 22 h, sauf les écluses et certains barrages. Les Belges ont en effet averti les Français. Les détruire ferait apparaître des gués facilement franchissables. Ces ouvrages, qui permettent le passage d'hommes en file indienne, s'appuient souvent sur des îles au milieu du fleuve, qui ne sont ni minées ni déboisées par manque de moyens et de temps. De plus, si la 5e division d'infanterie motorisée a pu prendre rapidement ses positions, la 18e division d'infanterie, qui doit tenir le fleuve entre Dinan et Ivoire, n'a toujours pas tous ces éléments en place. 4 bataillons sont toujours sur la route. Un bataillon de la 5e division d'infanterie lui est détaché pour s'installer en face de l'écluse de Hou. Mais arrivé en toute fin d'après-midi, celui-ci, devant les tirs allemands depuis la rive droite, ne s'installe pas sur la berge, mais au-dessus, sur la crête militaire. En attendant, la 7e division de Panzer, ainsi que l'avant-garde de la 5e qui lui a été subordonnée, ont abordé le fleuve en fin de journée, entre Dinan et Ivoire, réduisant les forces françaises restées bloquées rive droite. Rommel tente immédiatement de passer le fleuve. On a vu qu'à Ivoire, la destruction du pont empêche sa prise par surprise. Un peu plus tard, sur le barrage au nord de Dinan, l'infanterie, qui a tenté de passer, est repoussée par les tirs rasants de Français depuis la rive gauche. Cependant, sur l'écluse de Hou, les Allemands profitent de l'arrivée tardive et de la mauvaise installation du bataillon chargé de sa défense pour s'infiltrer sur l'île, puis rive gauche. Toute la nuit, l'infiltration des assaillants continue, et le 13, vers 2 h, la liaison entre la 18e division d'infanterie et la 5e division d'infanterie motorisée est rompue. L'état désastreux des communications ne permet pas de rétablir rapidement la situation, malgré les demandes pressantes des défenseurs. À 3 h, l'assaut allemand est lancé. À Ivoire, la 5e Panzer tente la traversée de la Meuse devant Annay et l'infanterie attaque depuis la tête de pont de Hou. Malgré la résistance des points d'appui français, la tête de pont s'élargit. Plus au sud, l'assaut à travers le fleuve devant Dinan rencontre une forte résistance. Et si quelques hommes parviennent à passer à hauteur du barrage de Leffe, l'attaque doit être suspendue. Rommel organise alors lui-même un nouvel assaut et prend la tête de la première vague sur des canons en caoutchouc, sous le couvert des chars qui arrosent les positions françaises depuis la rive droite. Les défenseurs sont finalement repoussés. À 9 h, les 2 têtes de pont sont solidement tenues. Annay est occupée, ainsi que Dinan. Côté français, renseignés trop tard par des communications de plus en plus précaires, les réactions sont lentes et décousues. L'infanterie, débordée, reflue en désordre, et en fin de matinée, les QG des bataillons se retrouvent brusquement en première ligne. Dans l'après-midi, les Allemands étendent et joignent les 2 têtes de pont, faisant passer 2 bataillons d'infanterie et 1 de chars sur la rive gauche. En fin de journée, une contre-attaque française est laborieusement organisée avec 2 bataillons d'infanterie et une compagnie de chars légers R-35, les seuls immédiatement disponibles, avec pour objectif Annay. Mais l'infanterie n'est pas prête, et finalement, les chars se lancent seuls à l'attaque à 20 h, progressent vers la Meuse, mais sans infanterie, ils ne peuvent continuer et regagnent leur position de départ, ramenant une dizaine de prisonniers. Pendant ce temps, le corps blindé de Guderian, qui a repoussé le 12 mai la cavalerie française au sud du fleuve, prend position autour de Sedan. Côté français, Undigé, qui bien qu'inquiet de voir déferler des panzers dans son secteur, pense qu'il faudra plusieurs jours aux Allemands pour organiser un assaut en règle, demande à Georges le renfort d'une division cuirassée ainsi que d'une d'infanterie. Pour étayer sa défense, il fait aussi monter en ligne dans la soirée du 12 la 71e division d'infanterie, elle aussi de série B. Guderian, lui, en accord avec son chef, le général von Kleist, a prévu de franchir le fleuve dans la foulée le lendemain afin de profiter de la surprise. Le 13, dès 7 h du matin, une noria de Stuka prend à partie les positions françaises sur la Meuse, ainsi que, plus en arrière, les positions d'artillerie. Les bombardements durent toute la matinée, avec des effets majeurs sur les hommes des 55e et 71e divisions d'infanterie. Puis l'artillerie allemande se joint aux avions vers 14 h. Et enfin, les chars prennent à partie les casemates et les maisons fortes depuis la rive droite.
Vers 16 heures, l'assaut commence. À gauche, les fantassins de la 2e Panzer tentent de traverser en face de Donchéry, mais échouent sous le feu des casemates françaises qui n'ont pu être neutralisées. À droite, la 10e Panzer, qui tente un assaut au sud de Sedan, échoue aussi. Mais dans la presqu'île d'Ige, les fantassins de la 1er Panzer et du régiment d'élite Großdeutschland parviennent rapidement à passer, puis progressent vers le sud. Leur avance débloque la situation devant les 2e et 10e Panzer. À 19h30, 5 bataillons ont franchi le fleuve et 2 ponts sont en construction au nord de Sedan. L'infanterie française est littéralement abrutie par les incessants bombardements aériens et d'artillerie. Les 55e et 71e divisions d'infanterie, trop étirées, manquant d'armes anti-chars, ne peuvent résister longtemps à l'attaque de 3 divisions de Panzer. Submergées, elles reculent en désordre. À 20h30, les Allemands atteignent la limite arrière des positions françaises dans les bois de la Marfée. À 23h, ils s'emparent de Chéhéry et Cheveuge. Au même moment, un des ponts est fonctionnel et les bataillons blindés commencent à passer le fleuve. Toujours cette même journée du 13, à Monthermé, c'est la 6e division de Panzer du 41e corps qui aborde la Meuse. Le pont a bien sauté la veille et les Allemands occupent immédiatement les habitations rive droite. Les positions françaises sont tenues par un bataillon de la 48e demi-brigade de mitrailleurs coloniaux, en grande partie malgaches, qui s'appuie sur quelques blocs de défense. En fin de matinée, le général Kampf, commandant la 6e Panzer, apprend qu'il ne pourra disposer du soutien de l'aviation, tout entière occupée à Sedan. Pire, des bombardiers allemands égarés attaquent par erreur ses positions d'artillerie, y semant la confusion. L'attaque est néanmoins lancée vers 15 heures à proximité du pont détruit. Dans un premier temps, la tentative échoue et de nombreux canaux sont détruits par le feu des défenseurs bien placés. Mais les Allemands découvrent alors un angle mort créé par le tablier du pont détruit et en profitent. Les pionniers parviennent à prendre pied sur la rive gauche, puis s'attaquent aux blocs de défense et aux maisons fortifiées, les réduisant un à un. Ils jettent aussi une passerelle de planches sur les structures restantes du pont, permettant le passage des hommes, puis d'une partie des armes lourdes. En fin d'après-midi, si les points d'appui français résistent encore, ils ont été débordés et encerclés. Le lieutenant Barbaste, commandant la compagnie, demande des renforts d'urgence, mais il n'y en a pas d'immédiatement disponibles. Un peu plus tard, il annonce qu'il va tenter de dégager ces sections encerclées avec ses propres moyens. Il trouvera la mort dans cette tentative qui échoue. À 20 h, la presqu'île est conquise et les Allemands se heurtent à la position de résistance. Malgré plusieurs attaques pour forcer le passage, ils sont arrêtés. Des renforts sont promis aux Français. Le 14 mai, les Allemands exploitent leur avantage sur tous les points de passage. À Dinant, Rommel pousse vers l'ouest malgré les tentatives de contre-attaque françaises, comme à Olvastia, qui est repris provisoirement au petit matin avec de lourdes pertes de part et d'autre. Mais dans l'ensemble, la résistance craque de partout et les unités allemandes progressent. 2 ponts sont ouverts, permettant le passage des chars. Un peu plus au nord, le long de la Meuse, à Rivière, l'infanterie allemande crée aussi une nouvelle tête de pont immédiatement exploitée, bousculant la 5e division d'infanterie motorisée, elle-même découverte sur sa droite par le recul de la 18e division d'infanterie. Olvastia est finalement repris, puis les Allemands s'emparent de Sommières et poussent jusqu'à Wellen. En fin de matinée, le général Bruno, commandant la 1re division cuirassée envoyée d'urgence au secours de la 9e armée, reçoit l'ordre de contre-attaquer immédiatement en direction de Dinant. Mais sa division n'est pas à pied d'œuvre. Considérablement retardée par le flot de réfugiés qui encombre les routes, souffrant de problèmes de ravitaillement en essence suite à son manque de véhicules adaptés, les premiers éléments n'arrivent à Flavion qu'en début de soirée. Du côté de Sedan, les Allemands, qui ont ouvert un nouveau pont à Donchéry, renforcent leurs moyens en vue d'une progression vers l'ouest et le sud, avec pour objectif la crête de Stone et le secteur de Boulle-le-Mont. De leur côté, les Français tentent de monter une contre-attaque depuis le secteur de Chéméry-sur-Bar, Raucourt, en direction de Sedan, en tout début de matinée. 2 bataillons de chars légers et 2 bataillons d'infanterie sont chargés d'attaquer. Si dans un premier temps l'attaque progresse, surtout à gauche, l'arrivée vers 9 h des chars lourds de la 1re Panzer stoppe puis repousse durement les chars français. Les 3/4 des chars engagés sont perdus et la moitié des hommes tués, blessés ou disparus. L'infanterie, durement malmenée, est obligée de se replier, subissant de lourdes pertes, dont un bataillon encerclé est fait prisonnier. À midi,
la 55e division d'infanterie n'existe plus en tant que force organisée. En fin de matinée, la 3e division cuirassée, qui a été envoyée au secours de la 2e armée, prend position dans le secteur de Stone. Incomplète, ne disposant que de 135 chars dont plus de la moitié légers, accusant un déficit de plus de 250 véhicules, sans DCA, sans moyen de ravitaillement tout-terrain, elle reçoit l'ordre d'attaquer immédiatement en direction de Sedan avec l'appui de la 3e division d'infanterie motorisée. Son commandant, le général Brocard, qui avait pourtant prévenu UDG de ses problèmes de ravitaillement, amplifiés par les routes encombrées, ne peut matériellement, sans essence, obéir. Il reçoit alors l'ordre de constituer des bouchons avec la 3e division d'infanterie motorisée sur les itinéraires de pénétration. Sa division se retrouve dispersée en petits paquets sur 20 km de front, et elle ne sera plus rassemblée en unités constituées. Pendant ce temps, les unités de Guderian ont progressé, et en fin de soirée, elles ont atteint une ligne Raucourt, Arthez, Vendresse, Boutancourt. La charnière entre les 2e et 9e armées a sauté, et en dehors de quelques débris d'unités, rien ne s'oppose à l'exploitation vers l'ouest. Toute la journée, les forces aériennes alliées ont attaqué les colonnes allemandes dans les Ardennes et sur la Meuse, effectuant environ 300 sorties, marquant ici ou là des points. La chasse française s'y est même distinguée. Mais la DCA légère allemande, nombreuse, a prélevé un lourd tribut aux attaquants. Et la Luftwaffe a, dans le même temps, effectué plus de 3000 sorties, engageant jusqu'à 1000 avions en même temps sur le secteur de Sedan lors de l'assaut. Ces interventions massives ont eu un très gros effet moral sur les troupes françaises. Le 15 mai, sur la gauche de la 9e armée, à Flavion, la 1re division cuirassée est engagée par les chars de la 7e Panzer qui progressent vers Philippeville. La division est toujours handicapée par ses problèmes de ravitaillement, et seul un bataillon a pu se réapprovisionner en essence. Les autres devront le faire pendant les combats. Dans un premier temps, les chars allemands, qui ne font pas le poids face aux lourds B1, subissent des pertes sensibles en engageant le bataillon positionné au nord de Flavion. Mais, à court d'essence, pris à partie par les antichars adverses, la situation des Français devient vite difficile. Le général Hoth, lui, ordonne à Rommel de contourner Flavion et de foncer sur Philippeville, pendant que la 5e Panzer s'occupera de la 1re division cuirassée. Un peu plus tard, le 2e bataillon, qui avait pris position au nord, tente de venir en aide au 1er, mais il est rapidement engagé par des unités de la 5e Panzer qui l'arrêtent. Grâce à des canons de 88 mm antiaériens utilisés en antichars et à l'appui massif des Stuka, les Allemands repoussent durement les Français. Le 28e bataillon de chars de combat perd tous ses engins, dont une grande partie sur panne d'essence. Les 2 autres bataillons sont décimés, ne regroupant plus qu'une quinzaine de chars B1 et H-35. Seul un bataillon reste opérationnel, mais il a aussi perdu la moitié de ses engins. La division se replie alors sur Soire-le-Château. Si les Allemands de leur côté ont perdu une centaine de chars, dont une partie récupérable, ils n'ont été freinés que temporairement, et à 13 h, ils s'emparent de Philippeville. Pendant ce temps, la 6e Panzer de Kampf, à Monthermé, qui a pu faire passer ses chars, lance aussi une attaque au matin contre la ligne de résistance française. Sans armes anti-chars, les positions sont enfoncées. Sans moyens de transport, incapable de manœuvrer, la 102e division de forteresse ne peut même pas se replier. La 6e Panzer, qui veut rattraper son retard, lance alors un Kampfgruppe dans un raid vers l'ouest et atteint à 20 h, sans rencontrer de réelle opposition, Montcornet, 55 km à l'ouest. Le 15, en fin de soirée, la 9e armée est tronçonnée, disloquée et n'est plus en mesure de contenir le flot. La 2e armée est, elle, rejetée au sud. Une brèche s'est ouverte entre ces 2 armées où s'engouffrent les chars allemands. Reynaud, le matin même, affolé, a téléphoné à Churchill, devenu Premier ministre britannique le 10 mai, en lui annonçant « La contre-attaque menée contre les Allemands à Sedan a échoué, la route de Paris est ouverte, la bataille est perdue. » Le remplacement de Corap par le général Giraud, ou la création d'une 6e armée sous les ordres de Touchon pour colmater la brèche ne change pas grand-chose. La ruée vers la mer commence.